Bonjour. Y a-t-il une place pour les thérapies complémentaires chez nos patients qui ont une MICI? Selon l'OMS, la médecine complémentaire ou alternative fait appel à un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition ni de la médecine conventionnelle du pays et ne sont pas pleinement intégrées à son système de santé prédominant. Dans certains pays, ils sont utilisés de manière interchangeable avec le terme médecine traditionnelle. Les produits et les pratiques font appel aux plantes, aux thérapies manuelles, aux médecines traditionnelles avec l'acupuncture, au yoga, au tai chi, aux cures thermales et même à des pratiques esprit-corps comme l'hypnose. Et certains patients se mettent aussi sous des régimes. Xavier Hutter nous en a parlé ce matin. Dans les MICI, les thérapies complémentaires sont largement utilisées parce que près d'un patient sur deux va en utiliser. Et le type de thérapie complémentaire varie avec l'origine géographique. Par exemple, en Scandinavie, des patients consomment volontiers des huiles de poisson. En Californie, des vitamines, des compléments alimentaires. Les patients ont tendance à ne pas informer le gastro-entérologue parce qu'ils craignent une réaction négative. Il faut dire que ces thérapies complémentaires sont mal connues par les médecins. Il est important de savoir que l'usage de ces thérapies est associé à un défaut d'observance des traitements conventionnels et que la plupart des patients rapportent une amélioration de la qualité de vie lorsqu'ils utilisent ces thérapies complémentaires. Alors nous avions fait une enquête avec Stéphane Naon et l'AFA concernant les thérapies complémentaires chez nos patients. C'était sous forme de questionnaire et plus de 767 patients avaient répondu. Ces thérapies complémentaires sont très variables et sont pour la plupart basées sur les plantes, mais aussi les probiotiques, les thérapies manuelles, les thérapies traditionnelles chinoises. Vous pouvez voir que plus de 18% des patients se mettent au régime sans gluten. Mais sur la ligne d'en dessous, 17% font appel au magnétisme. Certains font appel à la prière et même à des voyantes ou des voyants. Alors, quels sont les facteurs associés à l'usage des thérapies complémentaires? Les patients, les usagers rapportent souvent une intolérance ou un échec des traitements standards. En tout cas, ils ne sont pas satisfaits de la prise en charge habituelle. La thérapie complémentaire est plus souvent utilisée chez la femme, chez les personnes qui ont un haut niveau d'éducation, et ils ont souvent été conseillés par des amis ou la famille. Dans quelques études, on rapporte une association avec une longue durée d'évolution au traitement prolongé par les corticoïdes, et il ne semble pas y avoir de différence entre la maladie de Crohn et la RCH. Néanmoins, quelle est l'efficacité? En tout cas, dans la littérature, il y a un faible niveau de preuve. Les publications sont surtout des enquêtes, il y a peu d'études contrôlées, des faibles effectifs. Et il y a un problème de contrôle de qualité des préparations à base de plantes lorsqu'on veut faire des essais contrôlés pour les thérapies à base de plantes. Et difficulté pour mener aussi des études randomisées, rigoureuses, problème de l'aveugle pour les interventions psychologiques, par exemple, pour l'acupuncture, par exemple. Alors, quelles sont les évidences dans la littérature, dans les thérapies complémentaires les plus communes? Commençons par les plantes et commençons par le cannabis. Il est montré que les usagers parmi les patients MICI est plus important que dans la population générale. Il existe des récepteurs cannabinoïdes dans le tube digestif et dans le système nerveux entérique et qui a un rôle dans la motricité. Ça, c'est quelque chose de connu et qui serait peut-être dysrégulé chez les patients qui ont une MICI. L'activation de ces récepteurs a tenu notamment la colite expérimentale dans des modèles animaux et il y a un effet démontré dans la douleur et dans la nausée, notamment dans le cancer. Il y a une méta-analyse qui le rapporte, et dans certaines maladies neurologiques où notamment il y a de la spasticité. Mais évidemment, il y a des effets indésirables, une dépendance, et c'est illégal dans la plupart des pays. Il y a une étude contrôlée versus placebo dans la maladie de Crohn, chez 21 patients, qui montrait une amélioration clinique avec une diminution du CDAI, mais biologiquement, il n'y avait pas de diminution de l'inflammation, et la muqueuse n'était pas évaluée. Le curcuma, vous savez, le curcuma, c'est une épice qui est jaune, qui donne cette coloration jaune et qui est extraite d'une racine de la famille du gingembre. C'est la plante la mieux étudiée dans les MICI. Elle réduit l'inflammation histologique dans les conites au TNBS chez la souris. Il y a une étude pilote très intéressante dans la RCH modérée chez 50 patients qui étaient en réponse incomplète à la mésalamine orale, 4 grammes par jour, associée à des topiques.
Et après 4 semaines de traitement par curcuma à la dose de 3 grammes par jour, 54% étaient en rémission clinique, 38% avaient cicatrisé leur muqueuse, versus 0% dans le groupe placebo. Il y a aussi des données dans le traitement d'entretien de la RCH par voie orale et en lavement. C'est un traitement qui est bien toléré et qui pourrait être une thérapie complémentaire qu'on pourrait même recommander à nos patients qui sont traités par des 5-ASA dans la RCH modérée, mais la dose reste à préciser, elle se situerait entre 1 et 3 grammes par jour. Les huiles de poisson très utilisées dans les pays scandinaves comprennent les acides gras polyinsaturés et l'oméga 3. Xavier Buterne en a parlé ce matin. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Il y a quelques données chez l'animal, mais plusieurs études, notamment récentes chez l'homme, sont négatives. Ils ont un effet indésirable, c'est qu'ils donnent une odeur de poisson, comme on aime. Les probiotiques sont très à la mode et vous savez que ce sont des micro-organismes vivants qui ont un effet bénéfique à forte dose sur la santé de l'hôte. En tout cas, c'est la définition de l'OMS. Ils sont très utilisés, donc phénomène de mode, probablement poussé aussi par le marketing agroalimentaire des yaourts et d'autres préparations, notamment pour ce qui concerne le lactobacillus. Il y a des méta-analyses et des revues systématiques. Il y a plusieurs sortes de probiotiques. Je les ai cités ici. Dans les études, souvent été étudiées en association. Le VSL3, on en a parlé ce matin, c'est une association de plusieurs probiotiques. Dans la maladie de Crohn, il n'y a pas d'effet. Il y a un effet modéré dans la RCH légère à modérée, notamment dans l'induction et le maintien en rémission. Mais les études sont peu robustes, notamment elles ont été bien critiquées par une méta-analyse récente dans PLOS ONE. Manque de rigueur de ces études. Dans la pochette, Xavier Tréton en a parlé ce matin, donc je ne vais pas insister, un effet curatif et peut-être préventif, surtout des données d'une équipe italienne, peu de données dans la vraie vie et à confirmer. La médecine chinoise fait appel à l'acupuncture et la moxibustion, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une pratique où on fait des piqûres. Mais on chauffe l'aiguille et parfois on met un petit peu de plante dessus. Il y a des données dans la colite expérimentale chez le rat et des bases physiopathologiques chez l'homme, des toutes petites études avec une augmentation de l'expression des protéines de la jonction épithéliale, diminution des interleukines 17 et des Treg dans le Crohn par rapport à des contrôles. Il y a aussi des bases physiopathologiques dans la RCH. Et une méta-analyse sur 10 études dans la RCH qui a évalué l'acupuncture plus ou moins à la moxibustion et montré une efficacité significative multipliée par 5 par rapport à la mésalamine orale. Il y a 6 études en langue anglaise qui sont positives dans la RCH ou la maladie de Crohn. Ce sont des traitements qui sont bien tolérés, mais là encore, un problème de la qualité de l'aveugle, notamment l'acupuncture, et le placebo pour la moxibustion. Le souci avec ces études, c'est que les patients sous immunomodulateurs et biothérapie ont été exclus. Donc, le niveau de preuve, ce sont des populations particulières, modérées de ces maladies. Alors, quant aux thérapies cognitives, elles font appel à la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, yoga, etc. On sait que le stress et les miquilles sont intriqués. On connaît la fréquence de l'anxiété-dépression chez nos patients. La réponse physiologique au stress implique plusieurs chemins, dont l'hypothalamus, l'hypophyse, les surrénales, le système nerveux autonome. Et on sait que le nerf vague semble réguler les effets anti-inflammatoires en passant par une diminution des cytokines, notamment des TNF. Plusieurs traitements cognitifs ont été testés, dont le yoga, la sophrologie, etc., dans des études plus ou moins rigoureuses, dans la RCH et dans le Crohn. Toutes rapportent une amélioration de la qualité de vie et des symptômes, notamment la douleur et la fatigue. Il y a une étude randomisée sur 54 patients qui avaient une RCH en rémission, qui a été traitée par hypnose versus des entretiens sans hypnose, je me dépêche, et qui était associée à une prolongation de la rémission et une différence entre le groupe hypnose et le groupe placebo, le groupe contrôle. Les régimes sans gluten, les patients s'y mettent volontiers. Ils rapportent une amélioration des symptômes, surtout s'ils ont une maladie de Crohn compliquée de sténose. Peu ont une maladie cœliaque réelle, c'est plutôt une sensibilité non cœliaque. En conclusion,
Les thérapies complémentaires sont largement utilisées chez nos patients qui ont une MICI. Elles sont mal connues par les médecins. Prédominent les thérapies diététiques et physiques. Les patients rapportent une efficacité sur les symptômes et une amélioration de la qualité de vie. Néanmoins, le niveau de preuve est faible dans la littérature. Il faut se rappeler que nos patients nous avertissent rarement et qu'elles sont associées à une mauvaise observance. Donc il paraît judicieux d'interroger nos patients, de leur en parler, pour éviter les arrêts intempestifs de traitements conventionnels et que ces thérapies restent complémentaires et non alternatives. Et je vous remercie. Merci Véred. Alors, c'est un sujet auquel on est tous confrontés, donc il y a sans doute des questions. Moi, j'ai une première remarque, c'est que c'est quand même des thérapies dont c'est très très difficile d'évaluer l'efficacité selon le design d'un essai contrôlé, randomisé, comme on le fait avec des médicaments. On ne peut pas comparer une séance d'acupuncture, d'hypnose ou de psychothérapie. C'est le bras placebo, généralement, qui pose problème dans ces études-là. Donc, est-ce qu'il faut vraiment utiliser cette grille de lecture pour analyser l'efficacité de ces traitements ? Tu penses que c'est correct ou finalement, on n'a pas besoin de ça avec ces traitements-là ? C'est difficile. Je pense que si les patients se sentent mieux et que c'est pas dangereux, je vois pas pourquoi on leur interdirait de faire Absolument, ces et on n'a pas forcément besoin d'essais contrôlés randomisés pour dire que c'est efficace. Oui. On ne va pas traiter une rectocolite hémorragique avec du yoga ou de la psychothérapie, Absolument. même si on essaie de le démontrer. Merci. Oui, je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux, effectivement, et merci de cette présentation. On le voit bien, tu le sais, on a fait cette étude-là, 80% des patients y ont recours à un moment donné. Le tout, il ne faut pas se voiler la face. Donc c'est pour ça, à la fin, on est en train de faire des fiches par thérapie ou pratique complémentaire. Un groupe de travail s'est formé. Première réunion hier, donc après toutes ces années. Mais si on ne sait pas, il faut leur dire, en tout cas. Donc on a identifié, pourquoi pas, on le voyait avec le comité scientifique de l'AFA, de mettre des smileys. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce qu'on connaît ou pas les effets, etc. En tout cas, faire passer, pourquoi on les prend un à un, faire passer ce message qu'on ne sait pas, dire qu'on ne le sait pas, de rappeler certains messages, comme tu l'as dit, que c'est complémentaire et c'est pas alternatif. Et en tout cas, on encourage évidemment à en parler aux médecins, parce que même des produits qui sont peut-être pas a priori comme ça dangereux, avec certains traitements, il peut y avoir quand même des effets. On voit très bien que les surdoses, on n'a qu'à le regarder pour les huiles essentielles notamment, mais pas que, que ça peut causer quand même des choses qu'on ne soupçonne pas. La Donc, surdose de curcuma, c'est pas gênant, mais de cannabis, je sais peut-être pas. De cannabis, j'irai pas jusque-là, mais d'autres, sur d'autres plantes en tout cas, et sur les huiles essentielles, on a quand même des choses où sur les surdoses, il peut y avoir des effets, effectivement. Ok. Une question devant, Xavier. Oui, je voudrais juste commenter, parce que c'est vrai qu'on est un peu à la rubrique, finalement, c'est pas dangereux, ça va rendre service aux gens. Attention quand même à tout le business qui s'est créé autour de ça, qui profite largement des patients à qui on vend un rêve, et notamment autour des compléments alimentaires, mais d'autres choses aussi. Et donc j'ai quand même pas mal de souvenirs de patients qui quand même ont laissé pas mal d'argent dans des choses qui étaient quand même... Voilà. Alors après, faut pas rejeter, mais il faut faire attention, mettre en garde, etc. Après, sur la grille de lecture, sur l'efficacité dans une étude, tu disais à un moment donné, on n'a pas regardé la cicatrisation muqueuse, mais je crois qu'on n'attend pas ça. On attend plutôt un bien-être, et c'est peut-être plus des paramètres de qualité de vie, de ressenti des patients, etc. Voilà, et donc il ne faut pas rejeter non plus, et si le yoga fait du bien, pourquoi pas, je veux dire. Sur le cannabis, c'est peut-être... Voilà, tout dépend de la balance. C'est un business, ça aussi. Ok, merci beaucoup, Véred.